Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. C'est jeudi, nouvel épisode de Contact. Oui, avec un personnage hors norme, un personnage conséquent, un intellectuel, mais pas un intellectuel qui vit dans sa tour d'ivoire, pas un intellectuel qui devrait nous faire peur parce qu'il parle simple, il parle vrai et il nous aide à comprendre vraiment ce qui se passe autour de nous. C'est un sociologue, c'est un historien et c'est un philosophe, une combinaison qui fait que quand vient le temps de décrypter ce que j'appelle une époque formidable, il sait le faire, poser de vraies questions. Par exemple, est-ce que l'état de droit dont on parle en ce moment est le seul garant réel de ce qu'on appelle la démocratie? Et de quel droit parle-t-on? Il parle aussi de notre rupture avec la religion, mais avec aussi le spirituel, qui nous met dans une situation peut-être de désavantage dans un contexte de mondialisation. Si tu veux, je te propose d'écouter un extrait, tu vas mieux comprendre. Fracture profonde géopolitique du monde d'aujourd'hui, elle est entre cet Occident qui ne comprend plus la religion et des sociétés qui, sans être nécessairement pétries de religiosité, continuent de vivre selon des repères fondamentalement issus du monde sacré. Ce dialogue de sourds à l'échelle planétaire est ravageur. Les Occidentaux, ils ont fabriqué la mondialisation et ne comprennent pas le monde mondialisé. L'Occident conserve une espèce de longueur d'avance, si on parle de manière réaliste, en termes de puissance civilisationnelle. Mais nous sommes en train d'être rattrapés, et d'être rattrapés sur des bases qui ne sont pas les nôtres et que nous ne comprenons pas spontanément. C'est fort intéressant. Oui, tout à fait. Et il ajoute, parce qu'il parle vraiment de ce que ça engendre dans nos vies même personnelles, nous avons réussi à obtenir la sécurité matérielle, mais l'insécurité spirituelle. Et c'est pas une petite affaire. C'est ce qui fait que ceux qui sont souvent perçus comme des adversaires, et pas qu'idéologiques, mais des adversaires politiques et militaires, le monde musulman par exemple, c'est très ressenti comme ça en Europe, sont incompréhensibles à nos yeux, à notre entendement, parce qu'ils sont animés par quelque chose qui nous échappe complètement aujourd'hui. On peut parler de religion. D'autres peut-être voudraient parler de spiritualité, je parlerai de ferveur religieuse. Je me revendiquerai évidemment pas de pareille ferveur, mais ça explique que nous ne comprenions pas ce qu'est leur moteur. Très intéressant, à Contact depuis quelques instants. 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie, on va souligner ça demain à Moscou. On va souligner ça demain à Moscou, on va souligner ça ce soir à Paris, en fin de journée, parce que les deux dates ne sont pas réconciliées, comme un peu le décalage entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe sur la question de la fin de la guerre. Or, l'Allemagne a capitulé à peu près en même temps à Berlin, alors que les Russes étaient en train de fermer leur tenaille sur la capitale qui était assiégée, détruite. Puis je te dirais que le trait d'union pour y aller, c'est l'actualité de la nuit dernière. Je sais que tu es un amateur de sport. As-tu suivi le match de foot, comme on dit ici, de soccer, hyper important pour les Français, puisque le PSG à Paris s'est qualifié pour la Ligue des Champions, la finale contre Milan. Ça va se disputer dans 2 semaines à Munich. Et si je t'en parle, c'est parce que comme au Québec, quand on se réjouit d'une victoire de la Coupe Stanley, c'est un prétexte pour casser la ville aussi. Ouais, et à Paris, ça a brassé passablement, là, hein? Ça a brassé passablement. Si il y en a qui nous voient en plus de nous écouter, c'est des photos que j'ai faites derrière chez moi, à 150 mètres. Ça, c'est un scooter qui est incendié en plein milieu de la chaussée. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, c'est un jour férié, justement, le 8 mai, pour souligner cet anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre. Il y avait une petite vidéo aussi que j'ai envoyée où on voit une barricade improvisée qui s'est construite et qui fumait. Et ça, c'est à 400-500 mètres de l'Arc de Triomphe, où ce soir, le président Macron, en grande pompe, va souligner ce moment important pour la mémoire où l'Allemagne a été défaite par les forces coalisées de l'Europe et de l'Amérique. Et si je t'en parle, c'est pour 2 raisons. D'abord parce que demain, il va y avoir le même type de célébration à Moscou, avec des images importantes et des questions qui se posent. Puis aujourd'hui, c'est
pour les Européens cette angoisse du découplage, on en a souvent parlé, avec les États-Unis. Alors, on peut évidemment les critiquer sévèrement, les Américains, constater que depuis 1945, leur charité était bien ordonnée. Le plan Marshall, c'est une façon d'investir sur l'Europe, mais aussi de faire en sorte que les Américains ont pu récolter les dividendes de ce qu'ils sont venus planter et semer ici, mais aussi depuis 80 ans, parce que c'est le 80e anniversaire aujourd'hui. Il n'y a pas eu sur le sol européen, on pourrait faire quelques exceptions, mais de guerre. Il y a eu une intervention en Serbie de l'OTAN. C'est une guerre qui est souvent oubliée, une intervention militaire. Il y a ce qui se passe en Ukraine. Mais dans l'histoire des derniers siècles, une fenêtre de paix de 80 ans entre eux, les Européens, c'est pas arrivé. Parce qu'avant les deux premières guerres mondiales, il y a une guerre avec l'Allemagne et la France, où la France perd d'ailleurs l'Alsace et la Lorraine. C'est un continent qui est ravagé par les guerres, les rivalités, les guerres napoléoniennes, la rivalité entre les Anglais et les Français. Or, apparemment, il a fallu la présence de l'oncle Sam. Alors, c'est peut-être un hasard, mais j'en doute fort. C'est la puissance américaine qui a réussi à imposer à des pays qui, historiquement, se faisaient la guerre. Il y a des dizaines et des dizaines de millions de morts pour le rappeler. Il a fallu que les Américains débarquent pour imposer cette paix, la Pax Americana. Or, aujourd'hui, on la questionne. Les Américains vont probablement commencer même à retirer des soldats qui sont ici. Il y en a une centaine de milliers. C'est beaucoup de monde, mais quand on y pense, 100 000 soldats, ça rentre dans un gros stade de football. Et Donald Trump a l'intention de pivoter vers d'autres théâtres d'opération, particulièrement l'Asie, on l'a souvent dit, et il y a une angoisse. Est-ce que les Européens seuls sont capables d'assurer leur paix? Est-ce que les Européens seuls peuvent imposer, apporter ces garanties de sécurité que voudrait l'Ukraine s'il y avait un cessez-le-feu? Hier, il y a le nouveau chancelier allemand, Merz, qui était justement à l'Élysée pour discuter de ces choses-là et de créer un axe fort entre les deux capitales, parce que l'avenir est terriblement incertain. Moscou, demain, un autre party. Alors, c'est avec le leader de la grosse visite. Alors, on va dire Xi Jinping, évidemment, le Chinois, leader autoritaire, qui est là pour de bonnes raisons. D'abord, pour rappeler à tout le monde, et particulièrement aux Américains dont je te parlais, que leur tentative peut être de désolidariser les deux puissances voisines que sont les Russes et les Chinois à la faveur d'une ouverture des relations avec Moscou n'a pas encore parfaitement fonctionné. Vladimir Poutine sera très content de sa photo à côté de Xi Jinping. Et Xi Jinping sera lui aussi très heureux de dire on peut parler commerce, on peut faire plein de choses, mais notre marge d'autonomie stratégique ne sera jamais engagée et les Russes demeureront de bons partenaires. C'est pas des partenaires sur la question ukrainienne, par exemple. Les Chinois ont toujours été à bonne distance, ont toujours dit qu'ils souhaitaient un règlement pacifique le plus rapidement possible. Mais si Donald Trump espérait, en ouvrant les portes de la négociation et de la normalisation avec Moscou, créer une espèce de schisme, on disait un reverse Kissinger, parce qu'à l'époque de la présidence de M. Nixon, les Américains étaient allés voir les Chinois, avaient ouvert les portes à la Chine pour créer de la distance avec la Russie, qui était un allié et un rival, mais néanmoins, ça avait fonctionné. Aujourd'hui, on peut penser que les Chinois et les Russes sont capables de marcher et de mâcher de la gomme en même temps, c'est-à-dire de continuer à être voisins et bons voisins, tout en ayant des relations avec les États-Unis. Mais j'ai très hâte de voir demain. Et à la question de peut-on fréquenter quelqu'un qui a déclenché les hostilités comme M. Poutine, on va dire oui, il n'y aura que des leaders totalitaires ou il y a Lula, une des plus grandes démocraties occidentales, patron du Brésil, qui est arrivé hier, dans des circonstances d'ailleurs difficiles, tu as probablement noté. L'Ukraine, depuis 24 heures, attaque Moscou avec des vagues d'opérations de drones et plusieurs qui visaient l'aéroport, ce qui fait que l'aéroport à Moscou, t'es loin de la ligne de front, a été fermé pendant plusieurs heures. Des centaines d'avions apparemment ont dû être détournés, mais pour autant, les leaders attendus sont arrivés, ont foulé le sol de la Russie. Le Chinois est là, Lula est là, et il y en aura plusieurs, une vingtaine, demain pour ce rendez-vous, ce défilé qui fait toujours grosse impression. On roule les mécaniques. Et M. Trump, pendant ce temps, ce matin, est pas peu fier. Il a un premier deal.
C'est la foulée de ce qui s'est passé au Bureau ovale avec Carney quand il disait on n'est pas pressé d'annoncer des ententes, arrêtez de me poser la question, on a-tu 20, 30, 40 deals? Là-dessus, ma vision que j'ai partagée d'ailleurs avec Pierre-Olivier Zappa hier soir aux 22h, c'est que il y a besoin de retirer la pression à quelques endroits clés. C'est pas un hasard s'il y a des négociations qui commencent entre les Chinois et les Américains en Suisse cette fin de semaine. On est très loin de la coupe aux lèvres. Il y aura probablement pas beaucoup de choses annoncées, mais on pourrait penser qu'il y aurait une désescalade sur la question des tarifs, juste revenir à quelque chose d'un petit peu plus réaliste de part et d'autre, Chinois et Américains, sous prétexte peut-être d'entreprendre des négociations. Et si tu réussis à régler le contentieux avec la Chine, pour l'économie américaine, tu viens de régler un gros problème. Tu n'as pas besoin d'avoir des deals avec 120 pays. Si la Chine et les États-Unis, sur un horizon moyen, arrivent à trouver une entente correcte, puis je dirais que c'est la même logique qui prévaut pour le Canada et le Mexique, dans la mesure où on dit l'objectif, c'est de renouveler l'entente de libre-échange. Ça donne 15, 18 mois, on en parlait hier, aux États-Unis, pour être peut-être un peu moins radicaux. On verra ce qu'il est prêt à faire comme compromis. Parce que éviter que l'économie américaine se grippe parce que c'est tellement lié, nos trois économies, tu peux pas radicalement changer ça sans qu'il y ait de réels risques. Puis à côté, tu t'entends en bilatéral avec quelques partenaires ou symboliques ou fondamentaux importants. Ça pourrait être la Corée du Sud pour des raisons technologiques. Ça pourrait être l'Inde pour des raisons politiques parce qu'il y a du commerce. Ça sera aujourd'hui la Grande-Bretagne parce que d'abord, Keir Starmer, quand il est venu à la Maison-Blanche, a déployé le tapis rouge en invitant M. Trump. Il a été, je disais, quasiment servile. Il était à plat ventre devant lui parce qu'il voulait tellement son deal. Alors, il va l'obtenir dans la balance des relations commerciales des États-Unis. C'est pas fondamental, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait un pied de nez aux Européens. Trump dit, regardez, je me suis entendu avec l'Angleterre et pendant ce temps-là, l'Union européenne sèche un peu. Puis je pense, dans le calcul américain, ils peuvent se dire, on est capable d'attendre, de faire monter un peu la pression, surtout s'ils vont chercher de l'oxygène avec leurs principaux partenaires économiques, sans perdre la face, sans jamais dire on a fait de compromis ou on a lâché sur la question des tarifs douaniers. Il suffit de trouver des circonstances atténuantes qui lui donnent un peu de slack, pardonne l'expression un peu vulgaire. Stéphane, merci beaucoup. À demain.